Le coin lecture. Présenté par Emmanuel Dufour. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce 39e numéro du Coin Lecture, l'émission de Radio Libres en Périgord dédiée à la lecture de textes d'autrices et d'auteurs locaux et contemporains. Aujourd'hui, nous allons découvrir un extrait du dernier roman d'Ève Guilloux. Née en 1969 à Versailles, Ève Guilloux est enseignante et réside désormais à Saint-Albert. Elle se définit comme autrice de littérature blanche. Son premier roman, publié en 2024, s'intitule « Les Immobiles ». Nous la retrouvons en 2026 avec « Les Oubliés », dont je vais vous lire les premiers chapitres. Bonne écoute. Chapitre 1. Elle savait qu'elle devrait sourire, être enjouée comme à son habitude. Mais aujourd'hui, dans cet appartement qu'elle n'avait pas encore investi, au milieu des cartons à peine déballés, dans cette ville qu'elle ne connaissait pas, où même la langue lui était étrangère, elle se contentait de fumer. « Je vais le dire à papa que tu fumes dans le salon !» intervint Tom, du chocolat au lait autour de la bouche. Tara porta sa cigarette à ses lèvres, tira une dernière bouffée incandescente, brûlant ses poumons jusqu'à l'asphyxie, puis souffla cette fumée lentement, tout en formant des ronds avec sa bouche comme une adolescente. Elle n'avait pas bougé. Seul un léger frisson la parcourut du bas de son dos jusqu'à sa nuque. Il était à peine 7 heures du matin. Tara était déjà coiffée, habillée, à peine maquillée. Ses ados, Jade et Martin, se disputaient comme chaque matin leur tour de débarrassage de la table. Dehors, en bas, sur une place grise, se croisaient les voitures, faisceaux entrelacés mouvant des phares. Dans les arbres, des guirlandes lumineuses scintillaient et redessinaient une partie de la ville en bleu. Sur les trottoirs, un groupe de jeunes enfants, certains en uniforme, attendaient sagement le passage d'un car scolaire. Filles et garçons se protégeaient du froid de gueux qui gelait leurs os en se serrant les uns les autres. De l'autre côté de la place, presque en danger, des enfants des rues jouaient au foot, concentrés sur une benne à ordures mobile, miniature mouvante des cages de terrain. Automobilistes spectateurs, les éboueurs faisaient office de Gaulle. Un tir percuta la tête de l'un d'entre eux qui se mit à poursuivre le gamin fauteur, hilar. Ces vies qui se jouaient en bas malgré elle, Tara les observait, absorbée par les jeux de jambes des gamins. Et puis, par cette gamine, une robe rose à paillettes, chaussures à talons qui mordent l'asphalte, trop grande pour elle, en équilibre fragile, clope aux lèvres. Elle avait rejoint les gosses. Elle devait avoir à peine 13 ans, l'âge de sa fille Jade. Loin derrière, au-delà du parc de la place de l'Europe, s'étendaient des baraquements de fortune. Plus loin encore, des murs de béton prolongeaient la ville. Elle sentait dans son dos le poids du regard de sa fille, qui la jugeait. Mais elle savait que ça lui passerait. L'adolescence passe si vite, finalement. Elle écrasa sa cigarette dans une jardinière où des Calathea sorbifolia se déployaient. Jade retira furieusement le mégot de cigarette et le jeta dans la poubelle. « On va être en retard pour le bus !» Tara se rapprocha de sa fille, lui passant délicatement une main sur la joue. Mais celle-ci se détourna immédiatement, comme si la main de sa mère la brûlait tout à coup. « Les cendres, ça éloigne les pucerons. »« Les cendres, mais pas le mégot !» lui répondit-elle, décidant de clore la conversation. « Dépêchez-vous, vous allez rater le bus. Habille ton frère. Martin, s'il te plaît, va te brosser les dents, je finirai la vaisselle. » Sans un mot, Jade disparut.
Tara l'entendait presser Tom, qui rechignait quant à sa tenue pour la journée. Jade savait trouver les mots, les astuces pour arriver à ses fins. Ne lui avait-elle pas dit qu'il était beau comme Superman, son super-héros préféré, alors qu'elle remettait de l'ordre dans l'appartement, ramassant une boule de Noël réfugiée sous la table? La sonnerie du téléphone retentit dans le vaste salon au parquet en chêne doré. C'était l'avantage de la Roumanie. Elle offrait de grands appartements pour un quart du prix d'un loyer parisien. Mais que connaissait-elle de l'inflation de l'immobilier en France, elle qui n'y était pas retournée depuis des années? Les applications de Google Nest Hub, Google Home et Alexa avaient été installées dès leur arrivée par Paul et Martin, tous deux fans absolus des dernières inventions technologiques qui, disaient-ils, étaient pensées pour faciliter la vie. Sur les écrans connectés, les voix enjouées de Tara et des enfants emplirent le salon. « Bonjour, vous êtes bien chez les Rochefort. Nous sommes absents pour le moment, mais laissez-nous un message, nous... » Jade prit la main sur la machine, interrompant la litanie du message. « Papa, tu rentres quand ?» Après un silence, elle lui expliqua qu'ils étaient en retard, qu'ils allaient rater le bus. Jade regarda sa mère. « Elle te rappelle, elle se prépare. » Jade avait remercié la machine. L'écran affichait maintenant l'emploi du temps collectif et individuel de la famille, censé simplifier l'organisation de la vie quotidienne, les différentes adresses de rendez-vous associées à Google Maps. Au fur et à mesure des expatriations, Tara s'y était mise, mais ces facilitateurs de vie ajoutaient des complexités. Et Tara regrettait les vieilles cartes routières et ne lisait que des livres imprimés. « Il rentre ce soir, mais tard. Il dit qu'il ne faut pas qu'on l'attende pour le dîner. »« Nous avons tous entendu, » lui rappela Tara, pointant du doigt les enceintes qui répercutaient la conversation familiale dans toutes les pièces de la maison. Tara avait souri. Elle finit de remonter la fermeture de l'anorak de Tom, passant la main dans ses cheveux épais, noirs et bouclés, huma l'odeur du shampoing qu'ils étaient allés acheter ensemble dans le supermarché de la ville où Jade aimait tant déambuler. Même si elle ne voulait plus y retourner, furieuse que sa mère soit partie en laissant leur chariot plein au milieu de l'allée sous prétexte qu'un vendeur leur avait interdit de sentir tous les shampoings du rayon. Tara embrassa Martin en se souvenant qu'il avait ri de l'aventure, puis glissa un billet dans les mains de sa fille pour les tickets de cantine. « Maman, les tickets sont sur mon appli et je suis chargée à bloc. » Tara ne s'était jamais sentie très à l'aise avec toutes ces nouvelles technologies. Mais Paul et surtout Martin étaient complètement obsédés par elle. Elle avait néanmoins souri à l'idée de ce nouveau répondeur qui lui rappelait sa jeunesse. « Je viendrai vous chercher ce soir à 4 heures. » Les enfants quittèrent l'appartement. Derrière la porte, un son de cavalcade. Dans l'appartement, à nouveau silencieux, Tara se dirigea vers la baie vitrée. Elle regarda ses enfants rejoindre l'attroupement des autres, la main de Tom dans celle de sa sœur, Martin à l'écart, un peu derrière, volontairement à distance. Il était toujours le dernier à vouloir monter dans le bus. Ses enfants disparus. Seuls restaient les petits joueurs de foot et cette fillette en robe à paillettes, perchée sur ses talons dans des chaussures trop grandes, interpellant les piétons pour une cigarette ou de l'argent peut-être. Tara savait qu'elle ne voulait plus nourrir les autres de ces mots et qu'elle allait dorénavant se plonger dans la solitude de ce qui ne pourrait jamais être dit. Bucarest. Voilà, elle y était. Chapitre 2. Dans un immense couloir anonyme d'établissement public, elle patientait derrière une porte sur laquelle était inscrite en roumain « Bureau des adoptions ». Elle tenait son dossier entre ses bras, époussetant d'un revers de main la poussière sur son tailleur. À côté d'elle, des hommes et des femmes de tous âges attendaient, chacun muré dans son silence, tous assis sur leurs chaises de solitude. Tara se demandait si la jeune femme à sa droite, âgée d'à peine 30 ans, était française, elle aussi. Elle n'osait pas lui demander,
Et pourtant, elle aurait voulu calmer ce corps qui se balançait, sa jambe droite battant une mesure infernale. Elle aurait voulu connaître son âge, son parcours, si elle aussi avait des enfants, un homme dans sa vie, une situation. Qu'avait-elle fait de sa vie jusqu'à ce jour? Était-elle triste? Était-elle heureuse? Lui avait-on menti, à elle aussi? Mais la jeune femme ne regardait personne. Tara aurait aimé pourtant que cette jambe qui n'en finissait pas de trembler s'arrête et partager un peu de sa trouille. Plus loin, une autre femme, le nez plongé sur son portable, sans âge, repliée sur elle-même, en jean bon marché et bottes fourrées, rajustait dans un geste sûr et brutal son foulard, d'où aucune mèche de cheveux ne dépassait. Ses doigts pianotaient sur les touches, frénétiquement. Dans ce couloir étroit et long se jouait une partie de leur vie d'avant, une vie qu'eux ne connaissaient pas et aimeraient découvrir. Qui savait? Seule la bureaucratie, leur mère à tous, détenait les secrets de leur enfance. Tara sentait chez sa voisine une rage féroce, un silence de combat. Elle guettait le moment où elle aurait envie de tout détruire, les hommes et les murs, les portes et les fenêtres, lorsque, tout à coup, une petite femme, 40 ans à peine, sortit de la pièce pour disparaître presque aussitôt au fond du couloir, sans un regard pour eux. C'était au tour de Tara de pénétrer dans le bureau. Elle était reçue par une autre femme, la cinquantaine autoritaire, cheveux bruns et courts, qui parlait un anglais presque parfait et quelques mots de français. Tara glissa sa carte d'identité, son extrait d'acte de naissance et tous les autres documents nécessaires à ses démarches, dans l'espace étroit qui séparait les visiteurs des employés. Elles avaient à peine besoin d'échanger quelques mots. Chacune savait pourquoi elles étaient là. La femme s'éloigna un instant, tapa le nom de Nathalie Rochefort, son nom de jeune fille, sur un clavier. Ce nom de jeune fille, comme un paradoxe de l'histoire, une blague pour ses parents qui avaient milité une bonne partie de leur vie au PC. Le temps était suspendu. La femme, derrière sa vitre, savait-elle ce qui se jouait là, dans ce moment précis, pour chaque homme ou femme qui venait se présenter derrière le guichet? Tara ne posa aucune question. Elle cherchait en elle le moment où le plus petit souffle pourrait refaire surface. Sans affect, la femme lui demanda de patienter encore quelques minutes, des secondes qui durèrent des heures. Dans son dos, les murs, couleur coquille d'œuf, s'écaillaient par endroits. Aucune décoration. Seule une affiche écrite en différentes langues prévenait les visiteurs qu'au moindre propos injurieux, à la moindre menace, ils seraient expulsés et même passibles de peine de prison. L'employé se rapprocha. Elle n'avait rien. « Non, » dit-elle avec un sourire d'excuse. Tara n'avait pas bougé, ne bougeait plus. Elle aurait aimé pourtant s'enfuir, courir à toutes jambes, crier que ce n'était pas possible de n'avoir rien. Elle avait fait tout ce qu'on lui avait demandé. Les papiers, elle les avait. Les dossiers, son putain d'acte de naissance, un nom, même si ça n'était pas le sien, elle les avait aussi. C'était un point de départ, non? 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 Trop tôt, rien ici, long, trop tôt. Et son visage s'était refermé. Tara demeurait immobile, sonnée, uppercutée, tandis que la femme en face d'elle avait perdu son sourire, impatiente de passer au dossier suivant. Tara aurait voulu lui dire à voix haute tout ce qu'elle pensait d'elle. Elle savait bien que cette femme, qui devait avoir à peu près le même âge qu'elle, ne l'aimait pas. Elle devait se demander ce qu'elle voulait après tout ce temps.
N'avait-elle pas été heureuse d'avoir été élevée ailleurs? Que voulait-elle? Que cherchait-elle à s'autoriser, ici, dans ce bâtiment, à vouloir redevenir la petite fille qu'elle avait été et qui était restée sur le bord d'un chemin? Venir ternir encore l'image de son pays avec son histoire ancienne? De quoi elle se plaignait avec sa belle vie qu'elle vous jetait au visage? Elle était parisienne. Il y avait la Tour Eiffel et les Champs-Élysées. Elle était là avec sa tristesse, sa colère, sa saveur des émotions permises. Sa saveur des émotions permises. Tara avait lu cette phrase sur un site. Elle en aurait chialé. Ouais, elle allait partir. Elle s'en allait. Mais elle reviendrait. Elle récupéra son dossier, si mince, salua cette femme en face d'elle, protégée par une vitre. Elle reviendrait. Chapitre 3. À l'horizon, le soleil faisait une pâle apparition. Dehors, un attroupement de journalistes attendait, impatients, micros, perches et caméras à l'affût. Tara descendait les marches, absente au raffut. Elle savait que, depuis maintenant des années, la Roumanie avait entamé sa révolution anti-corruption. Des femmes, des procureurs avaient mis derrière les barreaux un nombre important d'hommes d'affaires et de politiques pour détournement et pot de vin. Laura Kövesi, femme puissante, mot à la mode, à la tête du parquet national anti-corruption pendant quelques années, avait condamné des milliers d'élus locaux et nationaux, des ministres et des députés. Mais menacée, harcelée, intimidée, elle savait aussi qu'elle serait limogée pour prétexte fallacieux. La corruption était partout. La corruption faisait partie du pouvoir, quel que soit le pays. Mais ici, sans doute plus qu'ailleurs. Ici, c'était plus violent, plus affiché, plus culturel, oserait-elle dire. Pourtant, des gens voulaient en finir avec les années noires, puis grises. Le chemin était long, et c'était lui qui comptait. En bas des marches, une berline noire se gara. Un homme en descendit, et les journalistes se précipitèrent, les perches se relevèrent, les caméras étaient maintenant sur les épaules. Sur le trottoir d'en face, au pied des immeubles, une manifestation de femmes, encore elles, brandissait des pancartes sur lesquelles étaient affichés des visages d'enfants en noir et blanc. La majorité d'entre elles avaient plus de 60 ans. Elles portaient des foulards colorés, et étaient soutenues par des plus jeunes, peut-être leurs filles, des féministes, celles qui voulaient croire en un monde meilleur, celles par qui la vérité se ferait jour. Des jeunes activistes relayaient sur les réseaux photos et slogans. Il y avait plus de 40 ans, les images de la fuite de Ceausescu, l'annonce faite à la radio par le poète dissident Mircea Dinescu, qui invitait ses amis à ne plus dire la Roumanie socialiste, mais la Roumanie tout court, les avait quand même amenés là. Hier, comme aujourd'hui, c'était une ville sans couleur, comme si le temps ne comprenait toujours pas ce qui était arrivé et ce qui arrivait encore. Le peuple avait précipité les horloges, certains faisaient encore avancer les aiguilles. Aujourd'hui, d'autres vilains petits canards, d'autres utopistes savaient pourtant que, depuis toujours, les vents leur étaient défavorables. Mais ils étaient là. Tara était là, elle aussi, traversant cette foule à la fois bruyante et silencieuse. Le silence de celles qui avaient souffert, les cris de ceux qui voulaient savoir. Tara ne disait rien. Elle ne savait même pas lire les inscriptions, ne savait rien encore de la langue.
Elle rejoignit sa voiture et resta un long moment à observer ces femmes toutes habillées de noir qui restaient immobiles malgré le froid gelant leurs mains. Son dossier posé sur le siège passager, elle ne pouvait se résoudre à détacher son regard de ce qui se déroulait là, maintenant, sous ses yeux. Elle détailla les visages des enfants affichés, tous petits. Elle chercha une ressemblance, un indice, une trace d'elle, une vérité, une réponse. Mais il n'y avait rien. Dans ses souvenirs d'enfant, elle ne se voyait pas avoir rencontré des femmes, toujours les mêmes, qui manifestaient comme ça, bravant le froid des jours durant. Elle venait ici presque tous les jours depuis son arrivée à Bucarest, et elle les retrouvait chaque matin, au même endroit, au bas des marches de ce palais. Oh, elle savait bien que sa mère avait battu le pavé dans sa jeunesse de militante communiste, et puis après. C'était lors d'une manifestation, d'ailleurs, qu'elle avait rencontré son mari. Elle soutenait Simone Veil, bien sûr, comme tout le monde, et ses parents avaient fait mai 68. Mais sa mère n'avait jamais défendu bec et ongles l'avortement, en tout cas jamais à la maison. Et Tara s'en était souvenue, depuis qu'elle savait. Chez elle, beaucoup d'indignation et de dîners où l'on parlait de la condition des femmes, des ouvriers, des oubliés de la grande marche en avant de la mondialisation. Un quotidien comme un cliché des classes populaires des périphéries. Une vie réglée. Entre le retour de l'école et le dîner, c'était devoirs, leçons de piano, solfège au conservatoire de la ville, des heures à table, précises. À 19h30, un jeu télévisé, suivi du 20h sur Antenne 2, dîner et au lit. La lecture était permise jusqu'à 21h. Mais elle et sa sœur la poursuivaient jusqu'à pas d'heure avec une lampe frontale planquée sous leur couette. Le samedi soir était la seule exception à la règle. Des réunions entre militants, entre copains, entre camarades. C'était toujours vif et joyeux, et ça se finissait toujours assez tard. Au matin, toutes les fenêtres de l'appartement s'ouvraient et laissaient échapper la fumée des gitanes et gauloises vertes de la veille, épaisse comme un nuage. Tara avait marché dans les pas de ses parents. Sa première manif à elle, c'était en 95. En 6e, option musique, le début des classes avec spécialité, elle avait voulu participer à la manif, lorsque des hordes d'étudiants étaient venus dans le lycée à Suresnes faire débrayer les lycéens et collégiens. D'ailleurs, beaucoup des professeurs étaient en grève et peu assuraient les cours. Aucun ne souhaitait voir reculer le départ de l'âge de leur retraite. Sa copine de l'époque, une gothique fan absolue de Cure et de Nirvana, l'entraînait gaiement, elle qui ne jurait que par Bill Evans, Thelonious Monk, Nina Simon et Bach. Son père les avait accompagnés, fier de l'engagement de sa fille, jeune militante, qu'il avait hissée sur ses épaules, hurlant « Tous ensemble, hey, hey !» La France, cet hiver-là, s'était arrêtée de fonctionner. Tout était à l'arrêt. Elle ne se souvenait pas vraiment pourquoi, du haut de ses 11 ans, elle était allée manifester. Une appartenance commune, sans doute, pour un avenir commun. C'était le plus grand mouvement social depuis 1968. 2 millions de personnes dans la rue. Et, au bout de 3 semaines, le gouvernement avait cédé et ses parents exultaient. Traumatisme à droite. Elle avait vu dans les yeux de ses parents une lueur de fierté et des sourires se dessiner sur leurs lèvres. Elle se souvenait également, pendant cet hiver-là, chaussée toujours de ballerines, qu'elle s'était brûlé les pieds au 1er degré à cause du froid, des engelures à chaque orteil. De retour de manif,
Elle avait consacré la plus grande partie de la semaine, les jambes en l'air, pour faire circuler le sang et irriguer ses orteils. Elle entend encore le rire de son père et les reproches de sa mère, lui expliquant qu'on ne manifeste pas en ballerine d'opéra en plein hiver. On met des bottes, jeune fille. La grève avait duré 3 semaines, et son père, au départ solidaire, avait fini par se plaindre, puis carrément gueuler que le gouvernement ne cédait pas car il devait se rendre chaque matin au bureau en transport en commun alors qu'il n'y avait ni train ni métro et que les rares bus étaient rapidement pris d'assaut à peine arrêtés. Malgré cela, il restait solidaire. Sa cellule syndicale avait lancé cet appel à la grève et il avait lui-même battu le pavé avant de reprendre son travail. 1 mois sans salaire. Il ne pouvait pas se le permettre, surtout que sa femme ne travaillait plus depuis la naissance des enfants. En voiture, c'était pire. Des bouchons, matin et soir, des files impressionnantes. Dans les rues, des camions de l'armée assuraient quelques transports. Ça ressemblait à la guerre, et un frisson avait parcouru Tara. Elle savait que c'était pour de faux. La neige tombait, et Juppé restait droit dans ses bottes. C'était sa première manif. Elle n'avait pas grand-chose à revendiquer d'autre que le bonheur d'être ensemble. Elle souriait et la vie l'aspirait. C'était sa crise d'adolescente. Le soir, elle composait et improvisait sur son piano. Elle voulait être la nouvelle Nina Simon. D'ailleurs, elle aurait préféré être noire. Elle avait dit d'un soir à ses parents. Elle le répétait les soirs à table. Son père se marrait, sa mère perdait patience, ne pouvant s'empêcher de lui rappeler qu'être née blanche était une chance. En 2002, ça avait été encore autre chose. Les tours jumelles en 2001 s'étaient effondrées sous les assauts des terroristes. 2002 avait été sa vraie grande manifestation. Elle s'était égosillée sur « aucune hésitation ». Non, non à la fascisation. Oui, oui, oui à la démocratie. Le Pen, t'es foutu, la jeunesse est dans la rue. Les gens pleuraient. Et Tara pleurait avec eux. À la maison, les discussions avaient été houleuses. Voter blanc? Nul? Ou Chirac? C'était son premier grand combat. Elle passait plus de temps en nager qu'à réviser son bac. Sa mère s'inquiétait pour son diplôme, mais participait à l'élaboration des banderoles. Néanmoins, elle se refusait à voter Chirac. Tara se sentait trahie, attirée vers un abîme. Elle sentait que c'était son combat, même si elle y mettait d'autres mots que ceux qu'elle poserait aujourd'hui. Elle irait voter Chirac, même en se pinçant le nez. La buée avait envahi son pare-brise. Tara mit le moteur, actionna ses essuie-glaces et s'engagea dans les rues périphériques du centre de Bucarest, laissant flotter derrière elle les visages de ces femmes silencieuses, brandissant les photos d'enfants perdus. Vous venez d'entendre les premières pages du roman Les Oubliés d'Ève Guilloux aux éditions Marsa Publications. Vous pouvez vous procurer ce roman ainsi que les Immobiles aux mêmes éditions en librairie ou dans les salons du livre auxquels participe Ève Guilloux. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez me recommander des autrices et auteurs locaux et contemporains en contactant RLP par mail à l'adresse radiolibresenpérigord@gmail.com ou en laissant un message au 05 53 46 80 24 en précisant le nom de l'émission Le Coin Lecture. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.